en général, plus on avance en âge, plus on consomme de soins. Et c'est pourquoi notre réseau de soins, qui est déjà surchargé, s'intéresse beaucoup à l'évolution démographique du Québec. On parle de notre espérance de vie qui augmente, mais ça a aussi des implications. Et ce n'est pas parce qu'on vieillit que la prévention et la promotion de la santé ne nous concernent plus, bien au contraire. Donc, nous aurons 3 conférences. Je vais passer la parole à Paul Lebel et tout de suite après la présentation du Dr Lebel, il y aura la période de questions parce qu'elle doit nous quitter et ensuite on passera aux 2 autres présentations. Alors, pour nous parler de la promotion de la santé et de la prévention qui n'ont pas d'âge, une invitée toute désignée, Paul Lebel, qui est médecin spécialiste en santé publique, médecin et en médecine préventive. Une gériatre là, qui est vraiment une grande spécialiste du terrain, qui s'inspire beaucoup des personnes âgées. Alors, Dr Lebel, la parole est à vous. Merci de l'accueillir. Alors, merci beaucoup. Merci Anne-Marie d'avoir pensé à moi pour cette belle invitation. On s'est retrouvés après plusieurs années. On avait collaboré ensemble dans des cours vieillissement, santé, société il y a de ça un bon 20 ans. Je voudrais vous dire, je suis la cousine de Marc Lebel, dont on a parlé tout à l'heure, qui voit aux intérêts des enfants, mais moi, je vois aux intérêts des aînés. Donc, dans notre famille, on s'engage avec des vulnérables et on porte ces causes le plus loin possible. Alors, vous avez devant vous une femme engagée. Quand on parle de vieillesse, on parle aussi de pauvreté, vous l'avez dit. On parle de femmes, on le dit aussi. Et Mathieu, qui parlait d'accompagnateurs dans la communauté autochtone, on doit accompagner les aînés qui ont des troubles cognitifs ou qui ont des difficultés dans le grand réseau de la santé à s'y retrouver. On va parler de ça également. Donc, j'ai été très inspirée par vos présentations. Alors, le titre, la prévention de la santé et la prévention, promotion de la santé et la prévention n'ont pas d'âge. Je dirais, elles sont aussi inclusives, intergénérationnelles, dans un souci d'équité et de cohésion sociale. On n'oppose pas les besoins des jeunes aux besoins des aînés. Ce sont des besoins qui doivent s'interrelier et on doit travailler à une cohésion sociale. Alors, cette présentation est le fruit d'un travail de plusieurs années avec des collègues, Barbara Filion, Marie-Chantal Gélina, qui sont ergothérapeutes, et Régent Hébert, qui est médecin conseil dans notre équipe aînée de la Direction de santé publique de Montréal. Et d'autres collègues qui travaillent sur l'environnement, qui travaillent sur les maladies infectieuses. Donc, c'est sûr que quand la COVID est arrivée, il y a eu un travail vraiment formidable. On s'est unis pour réussir à vacciner la majorité de nos aînés, de les retrouver si elles sont seules dans un appartement, réussir à les vacciner. Donc, ça a amené beaucoup de cohésion avec le milieu communautaire, le milieu de la santé et des services sociaux et même le milieu municipal. Je voudrais savoir qui est proche aidant d'une personne aînée ou l'a été. Si vous voulez lever la main. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de la table qui ont cette expérience. Votre expérience doit nous servir à accélérer les travaux en promotion et prévention des prochaines années, puis on va voir pourquoi. Alors, aucun conflit d'intérêt sauf la passion des aînés. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, parce qu'on va donner carte blanche, on va parler du vieillissement comme priorité nationale. C'est devenu une priorité nationale. Et quels sont les éléments sur lesquels il faut être vigilant pour travailler cette priorité nationale? Je vais prendre quelques exemples de déterminants de la santé sur lesquels on travaille pour m'en servir comme exemple pour dire sur quel genre de principe, quel genre d'action on doit s'appuyer pour avancer rapidement. Et puis, on va parler en terminant du plan concerté qui est en préparation. Nous sommes dans l'action depuis quelques mois. Ministère de la Santé et des Services sociaux, INSPQ et DSP pour faire vraiment ce plan national de priorité. Alors, d'abord, je voudrais remercier Arruda d'avoir pensé faire un rapport du directeur national sur le vieillissement.
Malheureusement, la COVID est arrivée et ça a forcé un certain retard dans la publication de ce magnifique document, Vieillir en santé, qui est sorti en 2021. Je vous invite à le lire parce que tout ce qu'il faut connaître sur le vieillissement des prochaines années s'y retrouve et les pistes d'action. Mais aussi, vous voyez quelles sont les 5 priorités nationales que la table de concertation en santé publique a choisies. Donc, mettre en place les conditions favorables à un vieillissement en santé fait partie de celle-là. Et je vous dirais qu'à Montréal, on a travaillé très fort après la pandémie. On se sentait le devoir de réparer tous ces décès d'aînés qui ont eu à Montréal et ça nous a donné l'énergie de bâtir un document sur pourquoi ça doit venir une priorité nationale de santé publique. Et avec l'aide de Régent, on a fait le tour de tous les directeurs de santé publique et le soutien d'Horacio, et on s'est rendu compte que partout, dans toutes les régions, le vieillissement devenait une affaire importante, soit que le nombre d'aînés était très important comme à Montréal, ou soit que le vieillissement s'accélère dans certaines régions comme le Bas-Saint-Laurent, par exemple. Donc, on s'est mis au travail pour faire avancer encore plus vite le tout. Pourquoi on agit en promotion-prévention? On pourrait dire, bien, les vieux, c'est leur dernière période de la vie, y a-t-il encore de la prévention à faire? Il y a 4 raisons. D'abord, de droit humain. Les aînés ont droit à de la prévention et de la promotion de la santé comme tous les autres. Un développement durable. Si on implique la promotion, la prévention, on va être obligé de le faire en cohésion avec les autres générations et ça va nous amener là aussi un développement durable. Mais les aînés, on le verra, peuvent contribuer et ont un pouvoir d'agir sur lequel on doit compter dans le futur pour être capable d'y arriver. En termes d'impératifs économiques, on le dit à plusieurs reprises, les aînés vont consommer plus de soins à la fin de leur vie. Si on est capable de diminuer les périodes d'incapacité et avoir une espérance de vie en santé plus longue et combattre les inégalités sociales qu'on retrouve dans certains quartiers, je pense qu'on va tous être gagnants. Et aussi, on a plein d'études qui démontrent l'efficacité des actions de promotion et de prévention chez les aînés. Donc, on a tout ce qu'il faut pour s'y atteler. Alors, juste vous rappeler que l'OMS a dit que la décade de 2020-2030, c'était la décennie du vieillissement. On est en 2023. Nous y sommes. On l'a déjà entamé le premier tiers. Donc, pour moi, ça veut dire accélérer les efforts. Vraiment les accélérer, comme on le fait pour les jeunes. Dans certains secteurs, il faut qu'on accélère vraiment ce qu'on a à faire en vieillissement. Très important pour les années à venir. Aussi, dans ce vieillissement, vous voyez qu'on passe jusqu'à 26 % de personnes aînées en 2031. Mais aussi, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le vieillissement interne, les personnes de 85 ans et plus, sur l'ensemble des 65 ans, là aussi, il y a un vieillissement accéléré. Et on sait qu'au moins 30 % des personnes de 85 ans et plus vont présenter des troubles cognitifs qui vont d'abord être légers. On est capable de rester chez nous. Et ce qu'on veut, c'est rester chez nous jusqu'à la fin sans hébergement. Donc, on a un effort de créativité pour trouver des solutions aussi à quelque chose qui va nous préoccuper beaucoup, vous allez voir, dans quelques années. Alors, n'oublions pas que 96 % des personnes de 65-74 ans demeurent chez elles et que même chez les 85 ans et plus, on a 62 % des personnes qui demeurent dans la communauté. Donc, nous, en santé publique, nos efforts dans la communauté sont très importants parce qu'on rejoint la majorité des personnes aînées. Et les fameux CHSLD doivent être ouverts sur la communauté. Il doit y avoir des façons d'intégrer le voisinage avec les CHSLD, que des jeunes y entrent, que des jeunes familles y soient, au-delà des proches aidants. Il faut que ça devienne un milieu ouvert qui fait partie et non pas un ghetto. Et c'est la même chose pour les résidences pour aînés. Ce n'est pas un ghetto, mais il faut qu'il y ait des mouvements, puis je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Alors, agir sur quoi en promotion de la santé?
moi, je demeure extrêmement reconnaissante à l'équipe de la DSP de Québec, Lise Cardinal, Mme Langlois, Gagné et André Tourigny, qui ont créé en 2008 un modèle qui est très intéressant sur le vieillissement en santé. Voici ce modèle. Alors, vous voyez que c'est un modèle systémique qui repose sur 4 grandes valeurs: équité, solidarité, dignité et interdépendance. Dans les cercles extérieurs, axes 1, 2, 3, 4, 5, c'est toutes nos actions qui sont de promotion de la santé à l'intérieur des environnements, développer des connaissances sur le vieillissement, améliorer l'environnement, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce modèle. Au cœur, ce sont plus les préventions des maladies associées au vieillissement et le suivi des maladies chroniques pour qu'on ait un meilleur suivi. Alors, actuellement, avec le comité tripartite dont je vous ai parlé, ministère, INSPQ et DSP, on revise le modèle de 2008 pour le mettre à jour en fonction des nouvelles publications et des problèmes importants dont on parle. Alors, l'environnement devient majeur dans un modèle comme celui-là. Donc, on va le remettre au goût du jour et ça va nous inspirer. Donc, à Montréal, à la Direction de santé publique, ça a toujours été notre modèle avec lequel on a travaillé et d'autres régions aussi l'ont adopté avec vraiment succès. Alors, actuellement, à la Direction de santé publique de Montréal, on est en train de travailler nos priorités de santé publique pour 2022-2025. Et en réfléchissant à tout ça, on a changé le mot. Vieillir en santé. Est-ce qu'on peut vraiment vieillir en santé? C'est inévitable qu'on va avoir des maladies chroniques. C'est inévitable qu'on va mourir. Donc, on a préféré parler d'adaptation au vieillissement qui soit la meilleure possible en fonction des étapes de la vie. Alors, on a donc choisi de travailler sur les capacités des communautés face aux aînés, mais de travailler aussi sur les capacités individuelles pour atteindre des états de santé, mais surtout amener des personnes aînées à vivre dans la dignité et à mourir dans la dignité. J'ai très hâte de ne plus entendre parler de personnes aînées retrouvées mortes après quelques jours seules parce qu'il y a une odeur qui vient d'apparaître. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on ait un filet de sécurité pour que toutes ces choses-là ne se produisent plus. Alors, on a pensé, avec notre équipe, d'essayer de travailler la question de s'adapter aux différents moments de transition qu'on vit en vieillissant et augmenter la résilience par de l'éducation, évidemment, à la santé, mais aussi en travaillant sur l'environnement des personnes aînées. Alors, vous voyez toute une série d'événements que l'on vit à travers notre vieillissement, que ce soit la retraite, de devenir proche aidant, de perdre son permis de conduire, d'être hébergé ou de faire face en fin de vie. Alors, ce qu'on veut, c'est, en fonction de groupes d'âge bien particuliers, développer des activités spécifiques au lieu de traiter le vieillissement comme si c'était un phénomène monolithique, alors que le vieillissement est très hétérogène et très différent selon les groupes d'âge auxquels on s'adresse. Maintenant, pour moi, c'est peut-être le point le plus important que j'aimerais que vous reteniez ce matin, le pouvoir d'agir des personnes aînées elles-mêmes, c'est la solution, c'est une grande partie de la solution si on veut avoir une cohésion sociale et avancer. Et je cite une aînée de 86 ans extrêmement vive et active qui disait « Les personnes aînées sont un moteur puissant du développement des communautés pour autant qu'on leur en donne les moyens. » Et j'ai vécu 2 expériences, moi, qui ont confirmé le tout. C'est que dans un des grands projets que l'on mène, on a créé un conseil citoyen d'une quinzaine de personnes aînées qui représentent la diversité de Montréal. Donc, différents groupes d'âge, différentes origines ethniques. Et puis, Mylène Drouin, notre directrice de santé publique, était bien consciente que ce conseil citoyen existait et elle leur a demandé une consultation
pour faire son bilan post-pandémique. Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, je vous dirais que ce groupe s'est mis au travail de façon très rapide et très articulée pour produire quand même une vingtaine de recommandations. Mylène a invité la présidente de ce conseil citoyen lorsqu'elle a fait part de son rapport au grand public. Denise Veilleux a pris la parole et je dois dire que ça a été un moment très important de cette conférence de presse. Et puis, finalement, je travaille avec une personne aînée qui, durant la pandémie, a mobilisé 30 bénévoles pour faire de l'exercice aux aînés après avoir convaincu la directrice de la résidence qui ne voulait pas que les gens sortent de leur chambre, et ça s'est très bien fait. Et maintenant, ils sont dans un autre projet avec la Maison des jeunes. Les personnes aînées ramassent des canettes, les remettent aux jeunes, qui les vendent, et les petits profits servent à faire des activités à la Maison des jeunes. Donc, est en train de se créer un très beau lien intergénérationnel. Et je disais à Horacio tout à l'heure à la pause, tes meilleurs collègues, ça va être des aînés, ou ça va être des personnes toxicomanes, ou ça va être des personnes qui viennent de différents groupes. C'est avec eux qu'on peut avoir des forces parce que l'expérience est apportée. Élément très important, la lutte contre l'agisme. Nous sommes tous, y compris moi, sujets à faire de l'agisme. L'OMS a publié un document où on parlait à travers le monde d'une personne sur deux. Moi, je pense que c'est plus que ça. On est toujours un peu aux prises avec nos préjugés, nos stéréotypes face au vieillissement. Alors, il y a 3 grandes pistes d'action que l'OMS a identifiées, des politiques publiques, des législations, des interventions éducatives et des interventions qui favorisent les contacts intergénérationnels. Alors, nous, à la santé publique, on interpelle nos collègues du groupe 0-25 ans pour venir travailler avec nous des activités intergénérationnelles pour être capable de briser l'agisme, ça va être notre voie, plus évidemment des campagnes de lutte contre l'agisme. Il y en a de très belles qui sont actuellement en cours au Québec. Ici, grande figure qui illustre le continuum de prévention des chutes et de la lutte au déconditionnement qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Et il y a eu des sommes d'argent qui ont été données dans la pandémie au CIS et au CIUS pour qu'elles puissent prévenir le déconditionnement en fonction d'un continuum, faire des activités de promotion de la santé dans la communauté, de la prévention, travailler dans les hôpitaux, les CHSLD. Puis on a voulu voir comment les CIUS du RUIS de l'Université de Montréal, les 6, il y en a 10, ont pu réussir à bâtir le continuum. Sur les 10, un seul groupe a réussi à faire le continuum. Je le nomme, c'est le CIUS du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. Et dans le rapport, on a donné 5 conditions gagnantes parce qu'on a fait une étude de cas approfondie. Je ne vous les dis pas, vous irez lire le rapport, vous allez les retrouver. Donc, que les CIS et les CIUS prennent leur pleine responsabilité populationnelle, c'est très important et ça nécessite un regard articulé et bien organisé pour y arriver. Participation sociale. Moi, en 2015, on a eu à refaire cette planification de santé publique et les grandes études sur l'importance d'un réseau social élevé sur la santé et la mortalité sont sorties, où on apprenait que c'était un déterminant encore plus important sur la santé que l'arrêt tabagique, l'activité physique ou l'hypertension. Donc, on en a fait un déterminant de la santé important dans notre priorisation et on espère que dans le prochain PNSP, ça va être vraiment mis en évidence. Donc, toute la question de l'isolement, qu'on soit jeune, âgé, jeune adulte, ça touche tout le monde et ça a de l'influence. On a eu l'occasion, ma collègue Valérie et moi, de faire 15 groupes de discussion à Montréal pour aller voir la participation sociale. Ce modèle est issu de nos réflexions. Alors, il y a des facteurs qui tiennent à la personne pour sa participation sociale. D'autres, c'est des facteurs structurels liés aux lois et aux règlements. Mais ce que j'aimerais vous faire voir, c'est qu'il y a des services passerelles que sont le transport, la médiation sociale et la technologie qui permettent aux aînés d'avoir une pleine participation sociale et je pense qu'il faut travailler sur ces 3 éléments-là de front. Alors, c'est bon, le transport sera gratuit à Montréal
pour les 65 ans et plus cet été, mais que pense-t-on du transport adapté des personnes de 85 ans qui ont des troubles cognitifs? Donc, il faut regarder le transport selon toutes les facettes de notre vieillissement. Santé cognitive, nouveau déterminant. Régent a travaillé beaucoup avec nous pour nous faire part de la situation. Il y a eu un document de l'INSPQ qui a été produit, mais aussi on a des orientations ministérielles qui existent déjà depuis plusieurs années sur les troubles neurocognitifs majeurs. On est à la phase 3 de ce grand plan Alzheimer Québec. Et c'est là que nous, en santé publique, on doit faire des efforts de concertation entre ce qu'on fait en prévention-promotion, nous, en santé publique, donc avoir une concertation des équipes de santé publique, des équipes de gestion des maladies chroniques, parce que l'Alzheimer est considéré comme une maladie chronique, des équipes de GMF qui doivent être aux alertes et les responsables régionaux de l'application des orientations ministérielles. Donc, concertation, concertation, si on veut y arriver. Maintenant, on arrive à la toute fin des créations de milieux de vie qui sont sécuritaires, en collaboration beaucoup avec les municipalités amies des aînés, qui sont vraiment des sources de collaboration extrêmement importantes. À Montréal, la Ville est en train de refaire son plan MADA pour les prochaines années, et puis on travaille avec la Ville pour concerter nos actions. Donc, il faut être présent à ces tables-là. Et je voudrais terminer un dernier mot sur l'importance pour les aînés de revenir à des services de proximité. Alors, il y avait la petite roulotte qui se promène, mais nous, pour les aînés, il faut aussi qu'on ait des gens très près des milieux. Et on a 4 fonctions à assurer pour les personnes qui sont seules en situation de vulnérabilité. Les repérer, les accompagner dans le réseau. Il y a des lignes téléphoniques extraordinaires qui sont mises maintenant à profit. Des activités de promotion et prévention qui peuvent être menées par des aînés elles-mêmes, qui seraient les animatrices, mais guidées par des professionnels de la santé. On a déjà mesuré l'efficacité de ces moyens, des pères aînés qui donnent la formation, des milieux de vie et des environnements bâtis qui vont répondre aux exigences des aînés de tout âge, et finalement des réseaux de proximité aussi par les familles, les voisins, les concierges, l'épicerie du coin, la banque du coin qui est alerte au vieillissement et qui sait accompagner une personne. Donc, c'est l'affaire de tous. On est tous interpellés à agir si on veut avoir un vieillissement adapté le mieux possible pour chaque personne autour de nous. Et en terminant, 4 éléments importants avec le ministère, l'INSPQ et les DSP, c'est revoir ce cadre conceptuel dont je vous ai parlé et revoir les ressources, les équipes dédiées au vieillissement. Il y a très peu de professionnels qui travaillent actuellement sur le vieillissement. On aimerait peu à peu augmenter le nombre dans les directions de santé publique et sur le terrain. Il faut partager de façon accélérée les bonnes expériences, et on en a beaucoup, qui existent. Alors, les sortir des tiroirs et les rendre disponibles à tout le monde par un effort de communication. Aussi, au niveau du ministère, créer des nouveaux indicateurs pour le vieillissement. Donc, notre fonction vigie-surveillance, qui est très pauvre actuellement en vieillissant, doit être vraiment enrichie. Et puis aussi, l'ajout d'un axe. En fait, on aimerait beaucoup que le prochain PNSP ait un axe en lui sur l'adaptation au vieillissement et que ça ne soit pas plutôt des activités qui soient un peu saupoudrées dans tous les éléments du Programme national de santé publique. Nos grands alliés, le milieu communautaire qui est extrêmement actif, le milieu municipal et cette solidarité intergénérationnelle et la participation citoyenne aînée. Il y a des façons de faire pour y arriver. On les connaît maintenant, il s'agit de les appliquer. Voilà. Paul Lebel, merci mon Dieu Seigneur. Il y avait beaucoup de contenu, des pistes de solutions pour qu'on soit plus créatif, pour trouver des solutions, etc. Je vous invite à poser vos questions à Paul pendant qu'elle est avec nous. On vous écoute, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ça donne beaucoup d'informations sur plein de belles solutions possibles. Il y a un point qui m'a interpellé dans une des diapos, c'était
la vision du vieillissement qu'on a, la place des personnes aînées dans la société. Puis j'ai l'impression que c'est comme un point qui est très important à mettre de l'avant si on veut mettre de l'avant toutes ces solutions-là. Ça prend beaucoup de volonté politique pour mettre toutes ces solutions en place. Il y a plein de volets à considérer, la participation sociale, santé cognitive, création de milieux de vie sains, des environnements favorables pour les aînés. Donc, selon vous, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par la vision qu'on a des aînés dans la société? Comment elle est, cette vision-là, au Québec ou dans notre société à nous? Puis comment on peut l'améliorer si c'est à améliorer? D'abord, je pense qu'il faut changer notre langage. Moi, je vois une grande similarité à ce qu'on a discuté avec les populations immigrantes et la pauvreté, c'est-à-dire qu'on a une façon autre d'envisager le vieillissement. Alors, tu sais, quand tu parles, par exemple, le fardeau des personnes aînées sur le réseau de la santé, là, je pense qu'on fait fausse route. Alors, c'est toutes ces expressions qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'on a un très gros travail de lutte contre l'agisme à faire. À Montréal, on a tourné une vidéo où, en l'espace d'à peu près 2 minutes, on montre, on a un groupe de tourisme qui partent pour faire un tour du vieux Montréal, mais ce qu'on découvre, ce sont des vieux Montréalais qui sont en action. Alors, tu as le gars là, qui fait la circulation auprès des écoles, qui a 78 ans et ça fait 40 ans qu'il fait ça. Le brigadier. Oui, un brigadier. Ouais. Après ça, on se retrouve avec une dame de 70 ans qui fait faire un programme d'exercice sur la montagne à tout un groupe qui est là, puis il y a des jeunes et des moins jeunes dans le groupe. Donc, faire reconnaître que c'est une force vive et non pas un fardeau. Mais j'aimerais juste lire une phrase du rapport qu'a fait notre directeur de santé publique. C'est dans la conclusion, il écrit « Si l'on veut répondre aux besoins des aînés, il est primordial de faire participer ces derniers à toutes les étapes des projets et aux décisions qui les concernent. » Alors, par exemple, ce conseil citoyen qu'on a créé pour nous aider à accompagner 5 grands projets à Montréal, il faut que ça se répète partout. Je prends à Québec, ils ont créé un conseil de personnes marginalisées qui réunissent des gens de la déficience physique, déficience intellectuelle, personnes qui ont des problèmes de toxicomanie. Et ces personnes-là sont consultées régulièrement par les collègues de santé publique pour aller éclairer ce qu'ils font. Mais il y a 2 personnes qui sont bien vigilantes sur ces consultations. Il faut que les gens qui consultent n'aient pas pris leur décision. Il faut, c'est pas du rubber stamping. Je suis prêt à changer l'intervention que je veux proposer suite à la consultation. Donc, ça demande de vigilance. Et puis, écoute. Oui, merci. On va prendre une dernière question. Ça me fait penser que moi, j'ai plein de beaux modèles de gens qui ont 65, 70, 75, 85 ans autour de moi. Et j'en parlais hier avec monsieur, c'est Jacques Castonguay de chez Vitam, qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont disponibles, qui ont envie de faire des choses, qui sont des piliers de bénévolat, qui ont des sous, qui peuvent participer activement. Et donc, oui, recrutons-les. Madame, c'est Julie. Julie Saint-Pierre, je suis pédiatre, une amie proche de Dr Lebel, votre cousin. Fait qu'on est en famille, finalement. Donc, simplement, Hélène, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que, en fait, dans la mission que moi, on a parlé de pauvreté, des enfants hier, puis dans la mission que je soutiens, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place de façon beaucoup plus, disons, claire au Québec. Il y a 10 ans, je disais à Pierre Lavoie, comment ça se fait que nos aînés ne sont pas engagés dans nos écoles plus dans un programme national où est-ce qu'on pourrait les mettre à profit? Hier, Mme Picard, quand elle nous parlait de son engagement dans sa communauté, les jeunes au travers de tout ça, elle a 74 ans. Je me dis, on a beaucoup à apprendre de nos aînés, puis si on veut valoriser notre culture, si on veut avoir plus confiance entre nous dans la santé, je pense que ça nous prendrait des gens comme vous, comme Horacio, pour vraiment établir un programme national d'engagement citoyen des aînés.
parce que là, on a plein, tu sais, mon brigadier, effectivement, c'est peut-être celui-là, là, il est proche de chez nous à Montréal. Et en fait, j'avais jamais fait le lien qu'en plus, il était un aîné à citer, mais je pense qu'on a besoin d'un soutien comme pour encadrer, puis ça va aider nos aînés à vieillir en santé, à avoir une vie saine et active en même temps. Puis en ce moment, on n'a pas de bénévoles. Moi, je suis sur le terrain communautaire avec des centaines d'enfants qui sont parmi les plus vulnérables de Montréal et on n'en a plus. Et je me demande comment avoir accès à tous ces aînés à chaque année. Appelez-moi. Oui. Et je veux juste vous dire qu'aux prochaines journées annuelles de santé publique, on va animer un atelier sur la participation citoyenne. On va partir de 2 cas. Un cas d'insécurité alimentaire, puis un autre, c'est l'utilisation des médias par les ados. Okay? Puis on va voir comment on peut faire de la participation citoyenne à travers ces 2 éléments clés. Et je pense, oui, qu'il faut que ça parte d'en haut aussi, le grand message. Oui. Merci. Merci, docteur, pour le bel, formidable. Il y a le docteur Arruda qui va tous nous inviter à aller faire un voyage de reconnaissance en Asie, au Japon, en Thaïlande, voir l'effet qu'ont les aînés et l'importance qu'on leur accorde. Vous êtes bien bons. Notre prochain invité, ça doit lui démanger, René Ouimet, qui me disait, j'étais là hier, mais j'ai tellement hâte de venir vous parler de la santé mentale et des personnes aînées. René Ouimet, c'est la dynamique directrice générale du mouvement Santé mentale Québec. René, à toi le micro. J'ai la chance de parler 2 fois, une fois hier, une fois aujourd'hui. Ça va être difficile de parler après cette magnifique conférence qui a dit à peu près tout ce que je voulais dire, mais moi, je vais cibler un sujet en particulier. Alors, vous allez voir, bien vieillir, quel défi. Et je suis excitée parce que ce terme-là, je l'haïs et c'est pour ça. Je remercie l'association, la SPQ, de m'avoir invité à parler de ça parce que je déteste ce mot « bien vieillir », puis je vais vous dire pourquoi, puis je trouve qu'il porte atteinte à notre santé mentale. Et merci pour ces belles journées de partage et de... Puis je veux juste faire mon pitch politique. On vient de parler de volonté politique, mais vous savez que tous les changements sociaux qu'on a menés au Québec, ils viennent de la base. Ils viennent parce qu'on a voulu faire des changements. Ils viennent parce qu'on s'est battu. Ils viennent parce qu'on a dit non. Et la volonté politique vient quand on a poussé assez fort pour entraîner les changements. Fait que dire qu'on veut des volontés politiques, ben c'est aussi dire que nous autres, on continue à pousser fort pour faire les changements puis pour les exiger. Ça, c'était mon petit pitch politique. Alors, on est toujours un regroupement communautaire en promotion-prévention à travers le Québec, puis notre objectif est toujours de créer, développer et renforcer la bonne santé mentale. Et c'est d'agir sur les forces, les ressources et les atouts. Alors, je trouve que bien vieillir, il ne nous amène pas vraiment là-dedans. Alors, on va y aller. Et à la fin, je vais faire une conclusion en vous reparlant des 7 astuces et vous montrer comment ce dont j'ai parlé est en lien avec ces facteurs de protection en santé mentale-là. Alors, c'est quoi bien vieillir? Hein? Qu'est-ce qui résonne dans votre tête? Vous voyez quoi? Vous voyez la personne qui a 80 ans, qui fait encore 20 km de randonnée quand elle est en forme, qui est impliquée socialement, qui s'occupe de chorale, ou vous voyez la personne qui a 95 ans, qui est chez elle encore, qui coupe son bois, qui rentre son bois et qui pleure. Ça, c'est mon voisin quand je pars en voyage parce qu'il ne sait pas qui appeler pour aller l'aider à déblayer son entrée s'il y a un problème, mais qui appeler s'il a besoin d'aide pour remplir ses papiers d'assurance, mais qui est une personne qui a été analphabète, qui a appris à lire et qui vient de lire son premier livre à 95 ans parce qu'il dit qu'il faut que je m'adapte parce que je ne peux plus faire tout ce que je faisais avant.
Est-ce que c'est ça, bien vieillir? Je ne sais pas c'est quoi, bien vieillir. Est-ce que c'est mon ami François, qui va avoir 70 ans, qui a été prof d'éduc, qui a été un gars, là, qui la compétition, ça a été génial toute sa vie, qui fait du tennis régulièrement, qui a fait une crise cardiaque, qui l'a vraiment traumatisé et qui trouve ça tellement dur, vieillir et se dire « j'ai moins de désir général, de pulsion forte comme avant, c'est plus ténu ». Je trouve ça dur. Est-ce que c'est ça, bien vieillir? Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de modèles et de personnes différentes. Mais si on veut définir ce qu'est bien vieillir, ça veut dire qu'on considère qu'il y a du mal vieillir. Et là, je trouve qu'on fait une atteinte grave à la santé mentale des personnes vieilles. Puis je vais vous parler des personnes vieilles parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on se met à jouer avec les mots, les personnes âgées, les personnes vieillissantes, j'haïs ça, ce mot-là. On est vieillissant à partir du moment où on a 1 an. Quand on n'est plus capable de dire les mots, c'est qu'il y a de l'agisme, c'est qu'il y a des préjugés, c'est qu'on est mal, c'est qu'on essaye d'enlever le malaise. Alors, je vais parler des vieux, puis des vieilles, puis je vais oser dire ces mots-là quelquefois, puis... D'ailleurs, j'ai eu 65 ans et j'ai mis sur un post sur mon Facebook avec un verre où je fais chin, bye jeunesse, bienvenue vieillesse. Et là, j'ai eu des messages sur mon qui est ben non, René, tu ne seras jamais vieille, pas toi, la jeunesse, c'est dans le cœur. Puis je me dis, coudonc, j'ai-tu le droit de vieillir? On a-tu le droit de commencer à être dans la jeunesse de notre vieillesse? Est-ce qu'on ne vient pas de s'attaquer de front à la santé mentale, comme je vous dis, puis à l'estime de soi quand on parle du bien vieillir? Et bien vieillir, c'est aussi dire qu'on peut rater son vieillissement. C'est avoir une conception qui est très normative du vieillissement. C'est un concept qui est lié, puis on sait qu'on est beaucoup là-dedans dans le culte de la performance, d'avoir, Hélène, tu parlais de modèles tantôt, on veut souvent des modèles qui sont performants aussi. La personne aînée qui a commencé à courir à 70 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez de la dame qui a fait un marathon, bien là, on va l'en faire. Mais la personne qui apprend à ralentir, à vivre différemment, est-ce qu'on va en faire un beau modèle de cette personne-là? La personne qui accepte d'avoir des difficultés, puis de jongler avec, puis de faire différemment les choses, est-ce que c'est bien vieillir, ça aussi? Alors, on a à changer nos modèles dans notre tête pour favoriser la bonne santé mentale des vieilles personnes. Parce que vieillir, c'est aussi, on va avoir à accepter qu'on est plus vulnérable, qu'il y a plus de maladies, puis qu'on est impuissant face au vieillissement. Puis tant mieux si on vit vieux ou vieille, parce que ça veut dire qu'on est en vie. Bien vieillir, je trouve, c'est fragiliser la liberté d'être, l'estime de soi, puis l'autonomie, parce que s'il faut bien vieillir de telle manière, est-ce que de telle autre manière, on peut être autonome encore en ayant besoin d'aide, puis est-ce que l'autonomie va être soutenue? C'est ouvrir une autre porte à l'agisme. Et puis, c'est pas soutenir le sens que chaque personne peut donner au fait de vieillir et de créer sa vie, parce qu'on crée notre vie jusqu'à la fin. Est-ce que l'expression « bien vieillir » met l'emphase sur les forces des personnes qui vieillissent ou sur leur vulnérabilité? Parce que quand on va dire « toi, tu vieillis pas bien hein? », mais on dit ça du monde qui deviennent marabouts. Hein? Maudit que tu vieillis mal, toi, tu es toujours en train de chialer maintenant. Puis, ça a été bien dit tantôt qu'on n'est pas, on vit pas, on vieillit pas, on n'est pas, on vit pas tous égaux et ça a un impact sur comment on va vieillir aussi. On vit pas tous dans les mêmes environnements. Puis tantôt, ça a été dit qu'on peut vivre dans un coin de la ville de Montréal puis avoir 10 ans de moins de vie possible. Puis on n'a pas toute la même histoire. Et puis, on vieillit pas tous en santé parce qu'on a fait de l'exercice, puis parce qu'on a bien mangé, puis parce qu'on a bien aimé. À un moment donné, on n'a plus de pouvoir. On peut faire le mieux possible pour
être le plus en forme possible. Mais au-delà de ça, la vie nous rattrape, puis on a à faire face à des maladies, des difficultés, etc., etc. Fait que vieillir, ça va être plus de ça que je vais vous parler, puis Puis bien vieillir, c'est pas qu'un défi personnel, puis tantôt ça a été dit aussi, c'est d'avoir des environnements qui nous favorisent le fait de pouvoir se déplacer. On sait qu'à Montréal, il y a des endroits où je connaissais une dame, l'épicerie est en face de chez elle, mais elle avait un boulevard à traverser, puis elle ne pouvait plus traverser le boulevard parce que la lumière, elle changeait trop vite. Bien là, ce n'est pas un environnement favorable à vieillir, ça. Et puis, être conscient que que tout ce qui touche la population en général, c'est la même chose qui touche aux aînés. Quand on crée des environnements favorables, bien, on crée des environnements qui vont être favorables pour les vieux et les aînés aussi. Puis j'ai bien aimé quand on s'est échangé ce qu'on allait dire sur le vieillissement, puis que la Direction de la santé publique de Montréal a dit « Maintenant, on parle d'adaptation à son vieillissement, mais plus de bien vieillir ». Et là, je vais vous parler de quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est apprivoiser le vieillissement puis apprivoiser la mort qu'on met tellement loin, apprivoiser les pertes possibles puis oser en parler. Arrêter de garder la mort en distance, puis c'est fou parce que c'est la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va mourir, puis c'est à peu près la seule chose qu'on ne veut pas regarder dans la vie. Et puis, selon le bouddhisme, se préparer à la mort, c'est l'une des choses les plus bienveillantes et les plus sages que l'on puisse faire. Et j'en parle aujourd'hui parce que vieillir, c'est se préparer à la mort aussi. Et ça, je trouve que ça fait partie aussi de la santé mentale, de se préparer à ce qu'on va vivre. Mais ça, on peut s'y préparer tout au long de notre vie aussi. C'est faire place au vieillissement dans les contes d'enfants, dans les films. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez remarqué dans les téléromans, là, les vieux qui s'embrassent, toujours un petit bec, ça joue un petit bec sur le bec, comme si ça se frenchait plus après 70 ans. J'ai vu un film que j'avais vraiment aimé où on voyait des personnes âgées faire l'amour et puis être dénudées. C'est rare, on ne voit jamais ça. C'est comme si ça n'existe plus. Il y a plein de choses que, tu sais, dans la vie, dans les traces des visages, refaire une place dans tout. Hein? C'est accepter que les femmes aux cheveux blancs puissent lire les bulletins de nouvelles aussi, puis qu'ils ne soient pas obligés de se faire remonter la face pour continuer à pouvoir travailler. Apprivoiser la mort, c'est essayer d'accueillir, apprivoiser le vieillissement, c'est essayer d'accueillir la mort dans notre vie, c'est reconnaître qu'il y a une succession de changements. C'est pas isolé pour protéger parce que combien de fois, puis moi j'ai eu des parents vieux aussi, j'ai eu une sœur qui avait 30 ans de plus que moi, on veut tellement dire au monde qu'on aime, fais attention, monte pas dans l'escabeau parce que tu vas tomber, fais pas ça, puis fais attention, sors pas dehors sans faire ci, puis fais pas ça. Mais une fois que la personne est en vie, qu'elle connaît les risques, puis qu'elle choisit de le faire quand même, bien, écoutez, c'est la même chose que quand on a, oui, un petit peu plus de risques que quand on est plus jeune, puis c'est peut-être mieux de le faire en étant accompagné, mais il faut faire attention de ne pas plus mettre les vieux sous des bulles de verre que les enfants sous des bulles de verre, et faire attention à qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous qu'on veut tellement protéger qu'on empêche le monde de vivre. Puis c'est accepter les choix puis les risques. C'est se questionner face à nos propres peurs, parce que je ne sais pas si vous autres vous êtes tous à l'aise avec le fait de vieillir ou s'il y en a d'entre vous qui ont un peu peur. C'est voir le vieillissement comme un processus naturel sans le nier. C'est accepter la force, la fragilité, la vulnérabilité. C'est se permettre de ne pas avoir l'air jeune. Hey, moi, ça, là, hey, toi, tu n'as pas l'air de ton âge. Hey, à qu'est-ce qu'on doit avoir l'air à notre âge? À quoi on doit ressembler à 70 ans, à 85 ans, à 65 ans?
ça devient agressant parce que je dis toujours au monde, mais à quoi on doit ressembler à cet âge-là? C'est accepter les pertes puis aider à les apprivoiser. Soutenir l'autonomie, accepter que la mort, ça c'est une autre affaire. Quand on vieillit, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont dans des CHSLD, qui sont vieilles, puis que leur vie, là, pour nous autres, ça peut sembler banal parce que se lever le matin, c'est difficile. S'habiller, ça peut prendre 2 heures. Faire son lit, ça prend du temps. Manger, descendre, se déshabiller. Puis on a l'impression que leur vie est plus utile puis qu'ils devraient mourir. Ben non. Il y a des personnes qui encore trouvent du sens là-dedans et on n'a aucun commentaire à passer là-dessus. Si pour eux, cette vie-là a encore du sens et qu'on peut les aider à avoir du sens. C'est développer l'art de perdre parce qu'en vieillissant, on perd nos amis, on perd nos amours, on perd des proches, on perd plein d'affaires. On perd nos clés, on a la face qui tombe, toutes ces choses. J'adore, je ne sais pas si vous avez entendu l'entrevue avec Antonine Maillet, il y a une entrevue extraordinaire, puis elle a dit « J'ai jamais, à 92 là-dessus, puis elle dit « J'ai jamais été si libre de ma vie. Maintenant, je peux dire des choses que j'ai jamais osé dire. » Il y a des bienfaits à vieillir quand même. Et ça, là, j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais j'avais le goût de le dire parce que je trouvais que c'était un beau bienfait. C'était que notre cerveau choisit le chemin qui consomme le moins d'énergie, élimine l'inutile et ne laisse que les options appropriées pour régler les problèmes. Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça bien, bien beau, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller le fouiller. J'ai reçu ça comme cadeau de Noël, et ça dit exactement la même chose. Alors, pour terminer, je dirais l'importance de s'entraider à garder du sens, d'aider les personnes qui vieillissent à faire un bilan, à voir ce qu'elles ont, à récolter ce qu'elles ont eu de bon dans leur vie, parce que vieillir quand tu as eu l'impression que tu as raté ta vie, c'est tellement difficile. Fait que quand il peut y avoir des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à voir ce qu'on a fait qui était bien, puis qui a été positif pour nous et pour d'autres, c'est assez fondamental. Et puis, je vais finir, Fernand Dansereau, il dit « Vieillir, c'est chercher du sens à sa vie, faire un peu de place à la contemplation dans son quotidien, vouloir apprendre à mieux aimer ses proches, laisser tomber un peu d'âpreté dans le désir, essayer d'appréhender, d'accepter le mystère de la vie elle-même, c'est faire place à cette spiritualité. » J'aime bien Fernand Dansereau. Il dit, lui, il faut prendre notre place, mais tantôt, on a parlé de la place des aînés, et puis, il ne faut pas faire de la place aux vieux juste dans les secteurs vieux. Il faut pouvoir, comme on a regardé l'équité homme-femme, il faut pouvoir être partout. Quand il y a des discussions par rapport au transport, pouvoir être là. Quand il y a des... Dans tout, c'est faire de la place aux aînés dans tous les types de consultations et amener une équité comme on l'a fait quand on a pensé à l'équité homme-femme, comme on essaye de le penser par rapport à d'autres types d'équité, mais qu'on le pense par rapport aux aînés aussi. Et j'aimais bien cette phrase-là que moi je trouve toute belle. C'est quand la vie et la mort, la jeunesse et la vieillesse se tiennent la main que la vie peut continuer. Je trouve que c'est très, très beau. Alors, en résumé, la création de sens, ça va avec notre astuce agir. Quand on parle du pouvoir d'agir des aînés, ça va avec l'astuce agir. Quand on parle de la reconnaissance des aînés, ça va avec s'accepter et reconnaître l'autre. Quand on parle des stratégies d'adaptation, ça va avec notre astuce découvrir. Quand on parle de l'autonomie, ça va dans notre astuce choisir. Et quand on parle de créer des liens, on parle de liens intergénérationnels, ça va dans notre astuce créer des liens et c'est notre prochaine campagne. Tous nos outils sont en ligne, vous pouvez aller les visiter. Et je termine en vous disant que c'est tous ensemble qu'on peut créer, développer et renforcer une bonne santé mentale. On va
va-t'en pas loin, tu reviendras tout à l'heure pour les questions. Merci, René, mon Dieu. Je pense que Antonine Maillet, c'était-tu l'entrevue avec André Robitaille? C'est ça, hein? Et le film, merci Anne-Marie, c'était « Il pleuvait des oiseaux ». Et merci d'avoir osé le mot en V. Les vieux, les vieilles. Merci René Ouimet. Et on va garder vos questions parce que par souci d'efficacité et de temps, pour ne pas trop déroger à l'horaire et me faire chicaner, j'aimerais être invitée dans un autre de vos événements. On va enchaîner avec la prochaine conférence d'Isabelle Lisée. Offrir des milieux promoteurs de santé et de qualité de vie. Isabelle Lisée est la directrice générale de l'espace Muni, qui a fait beaucoup, Isabelle, pour sensibiliser le milieu municipal, entre autres, afin d'améliorer le mieux-être des familles et leur tissu social. Alors, à vous la parole, Isabelle. Merci d'être là. Oui, parfait, merci. Wow, merci Hélène. Merci à la SPQ aussi pour l'événement d'abord et avant tout. Merci de m'avoir invitée. Un peu déçue d'être dans ce bloc. Comment je vais faire pour rivaliser avec le docteur Lebel et René? Tout un défi. Mais un sujet quand même important pour l'événement. Plein de réflexions que j'entends depuis ce matin. Je salue les gens qui sont à distance aussi avec nous. C'est important. C'est une nouvelle façon de travailler aujourd'hui. Une nouvelle façon de travailler aussi qui est importante pour nos aînés dans le bien vieillir. Ça m'amène beaucoup de réflexions, les discussions, les courriels qui ont été échangés avec le docteur Lebel, René aussi, sur la question du bien vieillir. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais chez Espace Muni, on parle beaucoup de vieillissement actif. C'est pas parfait. Je pense pas que c'est parfait. Je pense pas qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant plutôt derrière le vieillissement actif, mais effectivement, il y a beaucoup de travail à faire sur la perception, le culte qu'on a de la jeunesse. C'est ce qui me revient le plus aujourd'hui dans nos discussions et tout ça. Donc, petit éditorial pour commencer, me réchauffer avant de commencer avec vous. Donc, voilà. Celle-là, c'est pour demain, cette présentation-là. Moi aussi, je suis comme René, je fais 2 présentations. Toi, c'est terminé. Moi, je vais poursuivre demain. Je commence. Donc, je n'ai pas de présentation pour ce matin. J'ai des notes. Les municipalités font beaucoup de choses. Dr Lebel en a parlé. Les démarches municipalités Amis des aînés sont au cœur des travaux qu'on porte. Les municipalités ont un rôle de plus en plus grand comme gouvernement de proximité à l'égard de différents dossiers, dont celui, je dirais, de la qualité de vie et de la santé globale. D'ailleurs, c'est la mission d'Espace Muni. Espace Muni est né de la fusion de 2 grands réseaux nationaux, le réseau québécois Villes et Villages en santé et le Carrefour Action municipale et famille. Je salue Julie, je ne sais pas si elle est encore... Ah, salut Julie, qui était du côté du réseau il y a quelques années déjà. Donc, pour nous, c'est vraiment au cœur de notre mission d'accompagner ces municipalités-là, municipalités locales et régionales. Ils ont des pouvoirs, ils ont des responsabilités et comment on peut faire en sorte qu'il y ait une amélioration de la qualité de vie de leur population sur leur territoire. Donc, il y a différents moyens, évidemment, pour y arriver. Je ne donnerai pas beaucoup de chiffres. Il y en a eu plusieurs qui ont été donnés, mais on sait très bien qu'effectivement, le vieillissement est très important au Québec. L'un des plus grands, on va devenir une communauté, j'ose pas dire un pays, mais le Québec est quand même, donc va vivre un vieillissement important qui est déjà commencé. Madame Dr Lebel en a parlé, tout ça. Donc, comment ces environnements-là favorables peuvent prendre forme dans nos municipalités et il y a différents éléments, différentes façons d'y arriver. Évidemment, il y a les démarches municipalités Amis des aînés, mais il y a aussi d'autres démarches comme municipalité Amis des enfants. On est plus sur le droit des enfants. Pour moi, tout ça forme un tout. Parce que quand on travaille sur l'un et sur l'autre, on crée probablement ce lien intergénérationnel qui est si important justement dans notre vieillissement qu'on appelle actif. Donc, je me lance. Espace Muni, oups, je suis en train de démolir la scène, ça ne va pas bien.
Espace Muni, organisme national qui travaille beaucoup avec les conseils municipaux partout à travers le Québec, accompagnement de municipalités dans ces démarches-là, de municipalités amies des aînés, de municipalités amies des enfants, mais aussi de politique familiale. Donc, c'est vraiment tous les âges, du 0-100 ans, pour nous, la municipalité a un rôle à jouer à travers ces programmes-là. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des éléments à la base qui ont mené la création, la mise sur pied de ces deux réseaux pour devenir Espace Muni il y a déjà 3 ans? Oui. L'empowerment des communautés, le par et pour, on l'a entendu dans différentes présentations. Pour nous, c'est fondamental. Tous les citoyens doivent prendre part à leur qualité de vie, à leur santé. Donc, il y a ces principes-là. Il y a aussi les principes de cohésion sociale, d'intersectorialité. On doit tous travailler ensemble. Les municipalités ont un rôle important. Pas le seul, mais ils doivent faire partie des réflexions. On doit les accompagner, les outiller pour faire en sorte et leur donner aussi les outils qui sont possibles pour eux pour travailler dans ce sens-là. Donc, milieu de vie de qualité, qu'est-ce que c'est un milieu de vie de qualité pour nos citoyens? Dans plusieurs consultations, évidemment, les municipalités consultent beaucoup, ont mis en place différents conseils, soit de sages, d'aînés, de personnes aînées, ça porte toutes sortes de noms, mais aussi pour les jeunes. J'ai hâte de voir un conseil intergénérationnel dans une municipalité. Souvent, on travaille en parallèle. Probablement que ça serait une prochaine étape intéressante de voir dans nos municipalités. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Bien, c'est beaucoup de choses. C'est le lien social, c'est d'avoir un environnement sécuritaire, c'est de pouvoir avoir accès à des services de proximité. Le temps de traverse que René parlait m'a tellement... c'est encore très présent dans certaines communautés. Bien sûr, on parle beaucoup de milieux urbains, mais il y a d'autres problématiques dans nos milieux à plus petite échelle, qu'on appelle souvent ruraux, mais que j'aime pas vraiment cette appellation-là. Ça tourne vraiment autour de ça. Les aînés, ce qu'ils vont chercher, on le dit aussi, cherchent beaucoup à rester le plus longtemps possible. Oui, dans leur maison, mais surtout dans leur milieu de vie. Donc, comment on peut avoir des services, comment on peut réfléchir autrement l'organisation de nos communautés pour faire en sorte qu'on puisse vieillir de façon active. Et active, souvent, on va avoir la référence du bien-être physique, mais non, c'est beaucoup plus que ça. On parle de lien social, on parle d'implication, de continuer à contribuer à cette société ici. Il y a encore beaucoup de gens qui peuvent être impliqués, qui ont envie de poursuivre une implication différente parfois, mais quand même importante pour notre société dans plein de contextes actuels. Donc, on cherche de la proximité, on cherche la proximité des voisins, on va chercher une habitation, peut-être de plus petite taille, mais une habitation où on peut encore choisir, mais être accompagné dans le fait de demeurer dans une résidence ou dans un appartement un peu plus petit. On va chercher des lieux de rassemblement aussi. On va chercher ces éléments-là. On va essayer d'avoir des facilités qui vont nous permettre de continuer nos activités habituelles de vie quotidienne, etc., pour garder cette autonomie-là. Mais on va aussi on va souvent vouloir rester le plus longtemps possible dans ce milieu-là. Donc, de ne pas être déraciné. Souvent, le fait d'être déraciné va amener des problèmes de santé mentale et physique chez nos aînés qui vont complètement faire basculer la vie de ces personnes-là dans un autre. Donc, il faut prendre en considération cette réalité-là. Maintenant, au Québec, les municipalités, on a entendu parler de Montréal aujourd'hui, mais je ne veux pas faire peur à personne, mais il n'y a pas juste... C'est bien différent ailleurs au Québec que Montréal. Et il y a des réalités, on parle de proximité de service quand on est dans une petite communauté où peut-être qu'il n'y a même plus d'épicerie, et que là, il faut avoir accès à une voiture parce que le transport collectif, on parlait de transport dans les services essentiels à un bien vieillir, je vais le mettre entre guillemets, bien, c'est ça aussi que les municipalités sur lesquelles ils peuvent travailler actuellement. Il y a des belles initiatives, il y a du positif, mais il reste encore un bout de chemin à faire parce qu'il y a des enjeux. Et les municipalités, malheureusement, n'ont pas tous les mêmes moyens pour rencontrer des enjeux, que tu sois
je ne vais pas nommer une municipalité, là, mais dans une municipalité de 1000 habitants ou que tu sois à Montréal, tu vas faire face aux mêmes enjeux, mais avec des moyens tellement différents. Et je parle de moyens financiers, bien évidemment, mais de ressources aussi, d'accès à des ressources. Donc, tout ça va venir influencer comment ça va se pouvoir. Et c'est pas vrai qu'on peut juste vieillir dans des centres urbains. Il faut absolument adapter nos services et nos façons de faire pour que ça se puisse aussi dans des plus petites communautés. On ne veut pas déraciner nos vieux, je vais le dire, moi aussi, j'assume complètement, je partage ton discours, René, tout à fait par rapport à ça. Donc, sur quoi on peut agir comme municipalité? On peut agir sur plein de choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer davantage. J'aurais pu parler de différents champs d'intervention que les municipalités ont, mais j'ai décidé de me concentrer sur l'habitation principalement. Les municipalités ont des pouvoirs, mais je pense qu'il y a des façons de faire autrement parce que c'est un enjeu majeur quand même. Si on veut demeurer dans notre milieu de vie le plus longtemps possible, comment on peut y arriver? Bien, il faut diversifier l'offre de logement. De plus en plus de municipalités travaillent beaucoup avec des résidences privées. On a le projet des maisons des aînés par le gouvernement du Québec qui est un autre modèle, mais il y a beaucoup d'autres choses. J'ai vu un reportage dernièrement sur un petit groupe d'aînés qui a formé une coop d'habitation. Il y a une coop de solidarité à Racine sur l'habitation aussi, où il y a des liens avec l'école dans cette coop de solidarité-là pour les 75 ans et plus. Donc, il faut il faut ouvrir les modèles d'habitation. Il faut offrir des choix, il faut faire part de ces projets-là à notre population. Il faut impliquer les aînés aussi dans ces projets-là. Disons que de ce point de vue-là, il reste beaucoup à faire. Je pense à la question, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense que le sommet aujourd'hui et des 3 derniers jours, et aussi ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a des choses de fait, il y a des pas. Ça fait 30 ans avec les municipalités qu'on avance dans cette direction-là, grâce à des partenariats aussi, entre autres avec le gouvernement du Québec, mais avec aussi des acteurs de la recherche et tout ça. Mais il reste beaucoup à faire. Donc, l'habitation, pour nous, est un élément fondamental dans les communautés. Et diversification, ça ne veut pas dire juste des lieux collectifs, mais c'est un sujet d'actualité. Hein? L'habitation abordable actuellement, c'est pour tous les âges. C'est aussi pour nos jeunes familles, mais c'est aussi pour nos aînés. Donc, comment on peut faire en sorte qu'on travaille avec des promoteurs immobiliers, parce que c'est souvent le cas, mais aussi des organismes communautaires d'habitation qui sont super importants. Comment on peut faire en sorte pour développer des nouveaux modèles d'habitation? Ça va avoir un impact fondamental sur la santé des populations. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors, on s'est posé cette question-là chez Espace Muni. Et on avait déjà travaillé dans le passé sur le concept des maisons intergénérationnelles qui cheminent de plus en plus vers des unités d'habitation accessoires aussi, parce que le concept de maison intergénérationnelle reste important, mais il y a toute la question du lien familial dans ce concept-là, où on pourrait l'éclater parce que, oui, parfois, on est à proximité de notre famille, mais peut-être pas toujours. Donc, est-ce qu'on pourrait être en soutien d'un aîné de notre communauté en permettant la construction d'une unité d'habitation accessoire? Donc, on est à cheval entre le concept de maison intergénérationnelle, d'unité d'habitation accessoire. Sainte-Catherine, en Montérégie, a fait un pas de plus dernièrement sur les unités d'habitation. Donc, il y a quelque chose à travailler de ce point de vue-là. On a sondé notre réseau, les municipalités, un peu partout à travers le Québec. C'est très disparate. Les municipalités ne connaissent pas, il y en a, mais il n'y en a pas. Des fois, peut-être, les règles pour pouvoir transformer une maison en maison intergénérationnelle, pas si simple que ça. Il y a même des endroits où on a vu que après 6 mois, si, par exemple, on vit avec un parent vieillissant et qu'il décède, on a 6 mois pour détruire l'unité d'habitation, de logement, parce que bien là, ça va devenir un logement locatif ou quelque chose d'autre. Le lien familial ne sera plus là. Donc, il y en a dans toutes les directions. Je pense qu'il y a un travail à faire là parce que c'est une solution pour nous intéressante pour les aînés, bien sûr. On parlait de lien intergénérationnel tantôt. Je pense qu'il y a quelque chose là.
qui peut être à même la même cellule familiale, mais qui pourrait être avec une autre cellule familiale que la nôtre, notre propre famille, de créer des liens familiaux aussi avec d'autres générations, des plus jeunes, parce que l'accès à la propriété, je ne sais pas si vous suivez l'actualité comme moi, sûrement. C'est pas comme si évident que ça non plus. Donc, comment on pourrait faire justement pour joindre ces éléments-là et faire en sorte que ça favorise ce vieillissement-là, le maintien de nos aînés dans leur communauté, peut-être revitaliser certaines communautés aussi, parce qu'on perd des services, ça aussi, ça va avoir un impact majeur sur ce qui va arriver, où vont pouvoir continuer de vivre nos personnes aînées dans leur communauté. Alors pour nous, il y a un noyau là et il y a des modèles intéressants à travers le monde. Je pense qu'on peut s'inspirer de d'autres pays aussi sur des modèles. On pense à des étudiants qui vont vivre dans une résidence pour personnes aînées, par exemple, en échange d'un certain nombre d'heures d'implication ou de bénévolat. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Alors, on va continuer notre travail dans ce sens-là parce qu'on pense que pour nous, il y a vraiment des éléments intéressants à travers le concept des maisons intergénérationnelles ou unités d'habitation de services autour de ça. Donc, les municipalités sont là, mais ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de revoir. Ils ont même proposé un cadre de référence pour uniformiser, accompagner différents milieux à travers ce projet-là. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes. Le deuxième sujet qui est un peu lié à tout ça, c'est toute la question des menus travaux, qui est aussi intéressante. On veut, oui, demeurer, mais parfois, on a besoin d'être accompagné ou soutenu dans ces éléments-là. Et bien, ça reste un défi. Les menus travaux, il y a des municipalités qui y travaillent, mais c'est une offre limitée. L'information est manquante à ce sujet-là. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui y travaillent, mais qui n'ont pas non plus, malheureusement, tous les moyens nécessaires. Les ESSAD, entre autres, en sont un exemple très intéressant. L'accessibilité financière aussi de certains services privés. Donc, on parlait de pauvreté, mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas accessible pour tous. Le logement non plus, ce n'est pas accessible pour tous. Quand ça te coûte plus de 2 000 $ par mois pour habiter dans un endroit où il y a des services, c'est impensable pour une majorité de gens qui avancent en âge. Donc, les menus travaux sont aussi une voie pour la santé, pour permettre ce vieillissement-là aussi dans nos communautés. Il y a des exemples, évidemment, parlants dans certaines communautés. On voit des liens, par exemple, entre un CPE, un centre à la petite enfance, ou une résidence pour personnes âgées, des endroits où on va voir le lien justement avec une coop de solidarité au niveau de la nourriture, avec une école pour les partages des dîners, l'implication aussi des menus travaux dans certaines coops. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire et j'aime beaucoup l'idée de ne pas offrir des services que pour les personnes de 65 ans et plus, mais qui est quelque chose qui puisse rassembler les 15 ans. On a aussi une population jeune qui aurait avantage à s'impliquer dans ces projets-là de bénévolat. Donc, comment on peut arriver à des modèles? Il y a des choses qui se passent en milieu municipal, mais il reste beaucoup de travail encore à faire. Donc, un environnement de vie qui répond aux besoins des personnes aînées, c'est accès à des services de proximité, des commerces, des activités. C'est pouvoir se déplacer sans embûches pour pouvoir rester actif, autonome aussi. Donc, question de transport actif à pied, à vélo, en sachant qu'on peut faire un trajet en toute sécurité. On peut mettre en place aussi des lieux de rencontre, de socialisation. On connaît des organisations qui travaillent dans ce sens un peu partout au Québec. Bien évidemment, pour nous, MADA reste une démarche parce qu'elle permet de rassembler différents acteurs autour d'une même table sur des enjeux, autour des pouvoirs, du leadership des municipalités autour de cet élément-là. Et je pense qu'il faut savoir que la santé reste une question intrigante pour le milieu municipal parce qu'on voit souvent la santé d'un œil curatif plutôt que préventif et on a peur, c'est les vrais mots, on a peur de ramasser dans la cour, sans ce qui vient avec, de responsabilités qui ne sont pas les leurs. Entre guillemets, on s'entend parce que l'impact est direct sur nos populations vieillissantes lorsqu'une action est posée par une MRC ou une municipalité. 0.
René, vous pouvez juste rester à l'avant. Merci infiniment, Isabelle. Inquiétez-vous pas, là, le dîner ne sera pas trop empiété parce que, comme il y a moins de monde dans la salle aujourd'hui, il n'y aura pas la question des 2 coupons rouges ou bleus. Vous pourrez tous aller manger en même temps. Donc, je ne voudrais pas escamoter la période de questions. Je trouve que c'est trop important. Merci à toutes les deux. Allez-y, prenez les micros. On vous écoute. Oui, bonjour. Je m'appelle Jérôme Leclerc. Je suis gestionnaire soit à domicile dans l'est de l'île de Montréal. Donc, on parlait des personnes âgées. Depuis le début, ça me parlait beaucoup. Et puis... Et vous allez être sur scène éventuellement aussi. Oui, je parle tantôt, mais pas par rapport à mon emploi d'infirmier. Mais au niveau des personnes âgées, on était souvent confrontés, moi comme chef de service aussi à domicile, des personnes âgées, on arrive dans le dossier au moment de transition, au moment de crise, où est-ce que, tu sais, ils n'en peuvent plus, ils viennent de sortir de l'hôpital, il y a un changement important et ils sont souvent dans le déni de cette nouvelle réalité qu'ils vont avoir. Et on a beaucoup de difficultés à travailler avec eux pour mettre en place des services s'ils en ont besoin, mais ils ont leur fierté. Ils ont leur fierté, puis ils ne veulent pas accepter d'aide. Puis je me demandais, René, si vous avez des pistes de solutions pour nous aider à les faire cheminer là-dedans, parce que vous avez beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on peut changer un peu dans notre approche de façon générale, dans notre culture, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour les aider? Tu sais, des fois, j'ai 30 ans, là, je pense que quand je leur parle, ça vaut pas beaucoup peut-être parce que je comprends pas leur réalité. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à cheminer puis accepter l'aide qu'on est là pour leur offrir. Vous avez un micro? Je pense qu'il y a des personnes ici qui seraient bien meilleures que moi pour répondre. Oui, peut-être la deuxième personne va poser des questions, il va être meilleur que moi pour répondre à ça. Mais c'est vrai que c'est difficile d'accueillir des gens qui viennent dans notre espace intime et qui va... Je ne sais pas si la première question, c'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que nous, on pourrait vous aider comme ça, puis peut-être qu'il faut reposer la question plusieurs fois. Je me rappelle d'avoir été dans une conférence en lien avec l'itinérance puis le logement, puis il disait, c'est pas parce que la personne elle quitte le logement qu'à un moment donné, elle ne va pas revenir, puis que tout est en cercle, puis que parfois, il faut revenir différemment, puis... Et puis, il y a des personnes qui ne vont pas en vouloir d'aide. Mais je pense qu'en regardant c'est quoi leurs besoins à eux puis qu'est-ce qu'ils veulent, c'est peut-être la meilleure manière d'y aller, mais je vais laisser à M. Hébert la possibilité de répondre à la question. Voulez-vous ajouter quelque chose? Ça va. Ça va? Ben, Allez-y donc, Dr. Hébert. Ben, oui, allez-y. Écoutez, moi je pense qu'on doit avoir la même attitude que Mathieu a envers les itinérants autochtones. Il faut d'abord écouter. Avant de proposer, avant d'intervenir, il faut prendre quelques minutes, puis ça ne prend pas, là, on n'est pas obligé de passer 20 minutes, là, prendre quelques minutes pour écouter la vraie plainte dans le système de santé, et c'est ça qui n'existe plus, on intervient. Mais si on prenait le temps d'écouter, de savoir à qui on s'adresse, hein, ça m'a fasciné, moi, l'histoire de Mme Simard-Bourassa là, à St. Mary's. Si on avait pris le temps de savoir qui est cette personne devant nous, pas que ça lui aurait donné un passe-droit, mais au moins on aurait pris acte qu'on a une personne qui a un vécu, qui a 80 ans, qui a participé à l'évolution de notre société et que peut-être qu'il faut avoir un respect pour ça. Alors, je pense qu'on devrait avoir la même attitude avec les populations migrantes. Il y a des gens qui ont des histoires de vie absolument rocambolesques avec les populations autochtones, le respect de l'individu. Jean, vous parliez de Madame, de la veuve de Robert Bourassa. Là, tout à fait, c'est ça. Qui est morte qui n'a pas eu les soins qu'elle aurait dû avoir. Oui. Alors, et je pense que ce respect-là est fondamental. Et quand on est dans le réseau de la santé,
c'est peut-être ce qui est le plus difficile à inculquer aux jeunes qui sont en train de se former, la notion du respect, mais c'est fondamental pour moi. Alors, c'était pas la question que je voulais poser. Je voulais juste, parlons respect. Moi, je voudrais parler d'agisme. Vous savez, on a l'impression qu'on n'en fait pas d'agisme, mais moi, j'en ai relevé là, déjà depuis le début de ce colloque-là. Là. Il y a un éminent invité hier qui disait « Les personnes âgées sont isolées. » Mais non. Il y a des personnes âgées qui sont isolées. Mais quand on fait des stéréotypes de ce type-là, c'est de l'agisme. Quand on dit « Les personnes âgées sont vulnérables », non, je regrette. Il y a des personnes âgées qui sont vulnérables, mais elles ne le sont pas toutes, et la majorité ne le sont pas, d'ailleurs, vulnérables. Quand on dit « bien vieillir », et merci René de ceci, moi j'ai toujours eu en aversion ce terme-là, parce que c'est comme s'il y avait un mal vieillir, comme s'il y avait une recette, comme disait l'autre, pour le vieillissement. Vieillissement, oui, c'est ça. Vieillissement actif aussi, j'ai haï ça, là. C'est quoi le vieillissement passif? Est-ce qu'il faut vraiment... Et quand on met en évidence des super vieux, on fait du stéréotypage. Et il faut réaliser ça, qu'on fait du stéréotypage. Il y a des personnes âgées qui ont une vie ordinaire, qui ne sont pas des athlètes, qui ne courent pas le marathon, qui n'ont pas 56 activités bénévoles, puis qui vieillissent et qui sont bien adaptés à leur vieillissement. Et je pense qu'il faut donner aux vieux le droit d'avoir des risques dans la société. Ce n'est pas parce qu'on est vieux et vieille qu'on n'a plus le droit d'avoir des risques, qu'on n'a plus le droit de faire des folies, des choses irrationnelles. On donne ce droit-là à nos jeunes. Il faut le donner aussi aux personnes âgées. Ça se peut qu'ils prennent des mauvaises décisions. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux et vieilles qu'ils sont sages, naturellement. Ça ne vient pas avec le chèque de pension de vieillesse, la sagesse. Alors, il y en a qui font des gestes irréfléchis. Ben oui. Il faut être capable d'accepter ça. Et ça, c'est tous des indicateurs d'agisme parce que c'est du stéréotypage. Puis il y a de la discrimination, même dans nos municipalités. Hein. Il y a les HLM pour les jeunes. Puis quand tu as 60 ans, là, il faut que tu déménages vers des HLM pour des vieux. Ça, c'est une discrimination systémique. Et les résidences pour aînés, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que, parce que c'est des personnes âgées, il y a des règles différentes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des résidences multigénérationnelles où on donne aux gens la possibilité de pouvoir vieillir avec d'autres générations? Alors, réfléchissons à l'agisme, il y en a plus qu'on pense. Imaginez-vous si on avait ce comportement-là envers les Autochtones, envers les femmes, envers les personnes immigrantes racisées. On serait tout de suite ostracisés puis traités de racistes. Mais quand on parle des vieux et des vieilles, il n'y a pas de réaction. C'est ça que je voulais susciter. Je m'excuse. Merci. Anne-Marie? Oui, je vais réagir à Dr. Hébert, puis après, je vais me faire la voix du Zoom. Ceux qui meurent de faim, les lunchs sont déjà en haut. Juste vous dire, là, si vous avez besoin de vous faufiler. Mais simplement pour dire, il y a Maya Angelou qui dit, attends, je vais même mal la citer, « On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et quand on sait mieux, on fait mieux. » Puis en agisme, c'est souvent ça. Puis même nous, on fait des erreurs parfois, puis quelqu'un a fait remarquer dernièrement, on dit souvent « nos aînés ». Puis pour certains, ça fait la même réaction que le bien vieillir là, à René. Ça les horripile parce qu'ils sont en autodétermination, ils ne sont pas à nous nécessairement. Donc, il y a plein de termes comme ça que la discussion va être certainement à se poursuivre. Donc, dans le Zoom, c'est extrêmement florissant, on ne réglera pas tout aujourd'hui. Clairement que c'est une première conservation de beaucoup. Il y a des éléments, là, j'en fais 3 en rafale. Quelqu'un rappelait l'importance des évaluations d'impact à la santé au niveau des aménagements du territoire et même de forcer les promoteurs parce que là, on bâtit. J'en parle demain. Parfait. Donc, demain, soyez là. Ceux qui ne sont pas là, inscrivez-vous. Il n'est pas trop tard parce qu'on a vraiment un besoin quand on bâtit pour 50 ans, de bien le faire. Quelqu'un proposait d'autres termes. Peut-être que Renée voudra réagir. Elle parlait d'un vieillissement bien assumé ou d'un vieillissement habité. Donc, pour vos réflexions. Puis, il y avait un 3e point d'une personne qui disait que peut-être que le problème de l'obsession de la jeunesse vient du fait que tout dans notre société se calcule non pas en bonheur, mais en PIB, puis que peut-être qu'on devrait aller réfléchir carrément à la base sur notre système commercial. Merci, Anna. Je vais juste réagir aux mots. Dès qu'on met bien
bien assumer, bien vieillir, bien manger. On considère qu'il y a un mal, puis que tu peux être dans un ou dans l'autre, mais pas dans un spectre qui est entre les deux. Fait que, puis je sais qu'on a toute tendance à faire ça, là, mettre oui, non, gars-fille, bien, mal. Alors, on aura ce devoir-là pendant l'heure du dîner, un petit brainstorm collectif. Oui, James? Oui, Jim Chauvin, je suis le président de la SPQ. Et pour moi, je tombe dans ce groupe d'âge, si vous voulez. Puis, vous ne faites pas votre âge du tout. Comme ma belle-mère de 96 ans me dit « Ah, tu as une belle tête de cheveux. » Alors, c'est ça, je pense, l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est pour moi, le bénévolat, c'est tellement important pour les gens parce que ça nous donne de valeur. Puis moi, je suis impliqué dans « Je contribue » quand ça a été annoncé. Et puis, j'ai été engagé par le CIS de l'Outaouais, j'habite à Gatineau, pendant 10 mois, comme analyste des données de COVID chaque jour. J'ai travaillé 12 heures par jour pour 7 jours par semaine avec Brigitte Pinard et son équipe. C'était une des meilleures choses que j'ai jamais faites dans ma vie. J'avais 71 ans à cette époque-là. Pour moi, ça me donne une valeur. Puis j'aimerais proposer que l'idée de « je contribue » soit comme permanente, à l'année. Et puis ça touche d'autres secteurs que la santé pour engager le monde. Ça. Ouais. Et soit qu'ils sont payés parce que ça nous aide. J'ai pas de pension, j'ai mon REER, c'est tout. Alors, soit que nous sommes payés ou que les gouvernements nous donnent un crédit comme un don de charité pour les heures de bénévolat qu'on fait. Absolument. Ça, c'est très important. Ça nous donne une valeur. L'autre chose, j'ai siégé pendant 5 ans sur la Commission canadienne des normes de bâtiments et prévention d'incendie. J'étais la seule personne de santé publique sur 27 commissaires. Il y en a beaucoup qui font partie des associations Canadian Home Builders Association, etc., qui étaient contre les propositions de changer les normes de bâtiment. On voulait que les barres de sécurité soient obligatoires dans les salles de bain, dans les bains, dans les douches, à côté des toilettes. Et puis, ça n'était jamais passé parce qu'il y avait une idée que mais ça va coûter beaucoup plus dans les maisons, puis les gens ne vont pas acheter les maisons. Ça nous coûte 125 $ à peu près pour mettre des barres de sécurité dans une salle de bain. Alors, comment vous parlez c'était quoi le phrase que vous avez utilisé? Désolé, je suis anglophone, puis des fois, ils vont m'échapper. Des habitations... intergénérationnelles, UHA. Et puis aussi, mais aussi pour adapter à les personnes qui ont... On veut éviter les chutes dans les maisons. Et ça, c'est pour nous, de notre groupe d'âge, un des grands problèmes, ce sont des chutes dans les maisons. Et puis, même chose, c'est les escaliers. Nos escaliers ne sont pas faits comme ils devraient être faits. Ils devraient être faits au standard américain de 11 pouces de longueur et maximum 7 pouces de hauteur. Et puis, on n'est pas là, puis on devrait être là. Puis j'aimerais que vous et vos organisations poussent le gouvernement du Québec de changer les normes minimales pour les maisons et pour les résidences. Parce que même dans la résidence des personnes âgées, où ma belle-mère habite, il n'y a pas de barre de sécurité dans les salles de bain. Puis ça, c'est épouvantable. Merci de le souligner, James. Merci. Intéressant. Oui, hein? Oui. C'est noté. Merci. Dernière question. Parfait, merci. Mon nom, c'est Marie-Josée Drolet. Je suis professeure en ergothérapie à l'UQTR. Merci pour ce sommet. Merci pour les conférenciers. C'est vraiment super intéressant là, depuis le début. En fait, mon commentaire, c'est pas tant une question, mais c'est un appel. Dr Lebel nous a dit de sortir de nos tiroirs nos bons coups. Donc, je vous partage un bon coup. En fait, depuis plusieurs années, je documente les enjeux éthiques en ergothérapie, notamment auprès des vieux. Et on a vu les enjeux qu'on a analysés, c'était à 75% relatifs à de la maltraitance organisationnelle. Donc, autant en centre hospitalier, autant dans les services de soutien à domicile,
autant dans les résidences, etc., comme on a entendu pendant la COVID. Donc, on s'est réunis un groupe de partenaires, dont le secrétariat aux aînés et des vieux, des proches aidants, des professionnels de différents horizons pour bâtir un guide de réflexion éthique pour contrer la maltraitance organisationnelle dans tout le continuum de santé. Et je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais en tout cas, on avait le goût d'amener l'éthique là-dedans. Moi, je suis éthicienne aussi. Et ça a été une expérience extraordinaire de travailler avec ces personnes-là. Et si ça vous intéresse, ben googlez Guide de la réflexion éthique pour contrer la maltraitance organisationnelle. Et le guide est à être évalué en ce moment là, dans un CHSLD du Québec en Mauricie. Donc, voilà. Bravo. Merci. Merci.